Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous Merci êtes la à vous. présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. L'Assemblée qui tout à l'heure fait sa rentrée avec pour commencer un débat sur l'Ukraine. Vous prendrez d'ailleurs la parole dans l'hémicycle. Est-ce que dans ce dossier, il y en a beaucoup d'autres qu'on va détailler, mais est-ce que dans ce dossier, vous soutenez la voix de la France qui est portée par le gouvernement? Alors déjà, je voudrais juste dire, puisqu'il vient d'avoir une séquence qui vient de se dérouler, que je suis contente d'arriver après des avis aussi nuancés et de réaffirmer que oui, la NUPES vit bien, qu'elle est solide et que ceux qui sont aujourd'hui en difficulté, ce sont les macronismes et nous en discuterons juste après. Alors l'Ukraine. Alors nous avons un débat sur l'Ukraine et sur l'Ukraine, nous l'avons toujours dit, nous soutenons le fait que la France parle de manière unie sur cette question-là et ça sera l'occasion pour nous de réaffirmer à la fois notre soutien au peuple ukrainien. Notre soutien aussi, et pour nous c'est très important, aux milliers de Russes qui sont en train de se battre contre la mobilisation partielle qui a été déclarée et qui se battent pour la paix, parce que je crois que c'est le point d'appui le plus important pour justement arriver à faire cesser cette guerre et redire à quel point la France doit avoir le courage de la paix. Nous demandons depuis des mois qu'il y ait une conférence pour la paix à l'OSCE qui a été créée pour cela. Et donc voilà, ça sera l'occasion de réaffirmer cela. Et puis de dire aussi, parce que le débat, il n'est pas exactement sur la guerre en Ukraine, il est sur les conséquences de la guerre en Ukraine sur la France. Alors justement, eh bien, ça sera aussi l'occasion de redire... Vous considérez, vous, comme certains, on l'a pu entendre, que les sanctions sont trop coûteuses pour les Européens et trop peu coûteuses pour Vladimir Poutine lui-même? Alors, pour moi, les sanctions, elles sont surtout trop peu ciblées. Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est que ce qui s'est passé avec l'envolée des prix de l'énergie, c'est qu'aujourd'hui, la Russie, en tout cas le pouvoir russe, puisque nous ne confondons pas le peuple russe et le pouvoir russe, les oligarques ne sont pas assez touchés par les sanctions économiques. Donc il faut aller plus loin. Par exemple, je donnerai un exemple très clair. En France, il y a 62 maisons d'oligarques russes qui ont été gelées. Il faudrait, je pense, les saisir, tout comme il faudrait saisir les comptes qui existent dans différents pays et qui serait une manière de plus cibler ces sanctions. Renforcer certaines sanctions, est-ce qu'il faut en alléger d'autres? En tout cas, l'idée, c'est de ne pas, quand je dis nous ne confondons pas le peuple russe avec le pouvoir russe, c'est de ne pas faire peser les sanctions sur les peuples. Mais est-ce que c'est le cas puisque aujourd'hui? les millions de Russes, des millions de Russes ne sont pas responsables de l'entreprise criminelle qui est en train de faire Vladimir Poutine. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, dans les sanctions qu'on applique, certaines visent le peuple russe plutôt que Vladimir Poutine et ses oligarques? En tout cas, oui. Enfin, je pense que le peuple en souffre plus que n'en souffrent les oligarques, et donc il faut les cibler davantage. Mais puisque le débat porte sur les conséquences sur la France de la guerre en Ukraine, ça va aussi être l'occasion, et ça peut-être que ça fera un peu plus polémique, mais de redire au gouvernement français que nous ne sommes pas d'accord avec le fait que la guerre en Ukraine soit en quelque sorte utilisée comme un paravent pour mener une guerre sociale en France. Parce que quand vous regardez la question de l'énergie, par exemple, il est faux de dire que le problème et la crise énergétique que nous vivions vient uniquement de la guerre en Ukraine. Il vient notamment de l'organisation d'un marché européen qui mène au chaos et aux pénuries. Que le gouvernement veut réformer, le marché européen de l'énergie. Oui, enfin, ça fait longtemps qu'on le dit et pour l'instant, la réforme n'est pas là. Et surtout, nous avons un problème d'anticipation extrêmement fort de la part du gouvernement. Dès avril, vous aviez l'Italie qui prenait des mesures, puisque nous savons depuis longtemps que nous aurons un problème énergétique. Les mesures sont prises aujourd'hui, Mathilde Panot. Il y a un bouclier tarifaire, il y a un chèque énergie. Oui, enfin, les coupures, on en parle en novembre. D'accord? Là, quand je vous dis avril, dès avril, des mesures avaient été prises en Italie. C'est baisse du chauffage dans les lieux publics, c'est extinction des publicités lumineuses, tout ce que nous avions demandé au gouvernement, qui sont des mesures systémiques. Et aujourd'hui, il appelle à la sobriété les entreprises comme les ménages. Eh bien oui, qu'est-ce que va-t-il se passer? Il va se passer ce qui s'est passé, par exemple, sur les 30 piscines qui ont été fermées, où un délégataire privé décide tout seul qu'il peut fermer des piscines parce que, d'habitude, il fait des millions de bénéfices et que cette fois-ci, il ne veut pas payer le coût de l'énergie. Et donc, des enfants... Non, je vais juste terminer là-dessus. Des enfants n'apprendront pas à nager alors que le nombre d'enfants qui savent nager dans notre pays est en train de chuter. Je ne suis pas d'accord pour que ça soit le privé qui décide ce qui va s'arrêter et ce qui ne va pas s'arrêter. Et donc, ça doit être un débat démocratique. Nous, on va présenter jeudi prochain notre plan pour passer l'hiver, qui seront nos propositions. Vous vous rendez compte que le débat à l'Assemblée arrive en novembre. Demanderez-vous ou pas, vous aussi, aux Français, de faire des efforts? Quand Bruno Le Maire, par exemple, vous vous en êtes ému, dit voilà, portons des cols roulés là où on peut, réduisons le chauffage. Est-ce que vous ne dites pas c'est aux politiques aussi de montrer le bon exemple et d'appeler les Français à des comportements responsables? En fait, le problème dans lequel on est, c'est que lorsqu'on est en train de parler, on est en train de parler vraiment d'un problème énergétique extrêmement puissant. Je vous donne un exemple.
nous ne pouvons pas agir sur l'offre sur un temps aussi court, même si nous avions fait des propositions dès avril sur cette question, mais nous ne pouvons plus le faire. Donc, on ne peut agir que sur la consommation. Il faut la baisser de 10%. Pour vous donner un exemple d'à quel point c'est compliqué, vous aviez, lors du premier confinement, une baisse de consommation, alors que nous avions arrêté énormément des activités du pays, une baisse de consommation de 8%. C'est pour vous dire le fossé et le pas que nous avons à franchir. Je ne suis pas d'accord, alors qu'il y a 12 millions de personnes qui sont en précarité énergétique dans notre pays, je ne suis pas d'accord pour que ce soit toujours les plus pauvres qui Là, l'effort est qui demandé à trinquent. tous. En l'occurrence, il y a des gens qui peuvent se permettre de faire des Oui, efforts. mais l'effort demandé, quand vous demandez des choses, quand vous incitez, ça c'est le propre de la Macronie. Alors il faut inciter, oui, incitons. Eh bien, l'incitation, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir des décisions démocratiques où on dit ça, on interdit, ça, on exige, et on fait des règles communes qu'on Vous se préférez donne. l'interdiction à l'incitation. Bien sûr, mais c'est ce qui permet que ça ne soit pas les plus pauvres Alors, qui trinquent à chaque fois. Venons-en. Et je vais vous dire... Panneau, s'il vous plaît, parce qu'en fait, vu qu'il y a beaucoup de dossiers, il faut aussi Allez-y. qu'on puisse avancer. Mais c'est un sujet important, l'énergie, Bien quand même. sûr, mais sinon après vous regretterez de ne pas avoir pu parler d'un dossier qui vous tient à cœur, qui est également la réforme des retraites, la volonté du gouvernement de repousser l'âge de départ à la retraite. Vous êtes invité à discuter, vous avez dit que vous refusiez cette concertation. Pour quelles raisons? Est-ce que ça ne vous intéresse pas de parler de la retraite minimale à 1 100 €, de la pénibilité, des carrières Alors la longues, Première des ministre m'a carrières demandé la même chose. Mais vous n'êtes pas intéressé par la pénibilité? C'est quand même incroyable. hachées? Bah, c'est une question qui est légitime. Mais c'est une question qui est légitime, mais c'est quoi la condition de base pour aller discuter? Je crois qu'il n'y en a pas. Je crois que c'est une discussion. Chacun discute de ce qu'il si, veut. non. La discussion, la condition préalable pour aller discuter, c'est d'accepter que l'âge de départ à la retraite soit mis à 65 Mais la ans. CFDT est contre l'âge légal à Je vais vous 65 dire, ans. Il va aller discuter. avec quel propos je suis d'accord et qui en parle le mieux. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait hypocrite de décaler l'âge légal. Quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. Alors on va dire, maintenant il faut passer à 64 ans, alors il faudrait dire 65 ans même maintenant, mes bons amis, travailler plus longtemps, ce serait assez hypocrite. Qui a dit ça? Emmanuel Macron, le 25 avril 2019. Eh bien oui, Emmanuel Macron est un hypocrite. Je ne suis pas d'accord pour qu'on fasse travailler les Français davantage et je les appelle à déferler à Paris pour la marche du 16 Alors, octobre. on va parler de votre marche dans un instant, mais projetons-nous sur cette discussion à l'Assemblée. Une fois que le texte aura été concerté, même s'il comporte des éléments qui ne vous conviennent pas, est-ce que vous serez dans l'idée de l'améliorer à l'Assemblée? Est-ce que vous déposerez des amendements? Ou comme vous le faites aujourd'hui, vous direz ce n'est pas notre sujet, donc nous, il n'y a pas d'amendement, on n'en discute pas, on laisse le gouvernement tout seul. Regardez, le Conseil d'orientation des retraites nous explique que, et c'est la fin du rapport qui a été rendu récemment, que tous les discours qui parleraient de dépenses incontrôlées sur la question des retraites sont infondés, sont faux. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on obligerait les Français à travailler plus longtemps, alors que l'enjeu c'est plutôt de travailler tous. Nous portons la retraite à 60 ans, qui est Ma question, c'est de savoir si vous déposerez des amendements quand la discussion viendra au Eh bien, Parlement. comme nous sommes frontalement opposés à cette réforme, nous l'avons dit, nous utiliserons tous les outils qui sont à notre disposition pour les combattre. Et je vais vous répondre très clairement. La dernière fois, nous avions contribué à faire échouer cette réforme des retraites et à gagner contre cette réforme, notamment avec les 2 millions de personnes qui étaient descendues dans la rue. C'était il y a seulement 2 ans et les gens se rappellent encore pourquoi ils sont contre cette réforme des retraites. Eh bien, la dernière fois, nous étions 17 parlementaires insoumis. Nous avions déposé 17 000 amendements. Aujourd'hui, nous sommes 75. Voilà. Donc 75 000 amendements à prévoir. Pourquoi pas? Il y a également dans les armes que vous relevez la question de la motion de censure. On a bien compris que vous étiez disposé à en déposer une en cas de recours au 49.3. Il y a quelques jours, Manuel Bompard, votre collègue député, disait « et on est prêt à toutes les voter, y compris une motion qui serait déposée par le Rassemblement national ». Est-ce que c'est une position personnelle ou est-ce que c'est la position du groupe? Est-ce que tous les députés voteront la motion de censure du Rassemblement national? On va avoir la discussion justement cette semaine pour définir la position du groupe. Mais déjà, on va dire que le sujet va se poser dans un deuxième temps. Pourquoi? Parce que notre motion de censure sera signée par 151 députés de la NUPES. Et que le Rassemblement Ça national... ne suffit pas pour faire tomber le gouvernement. Alors Il faudra des voix par ailleurs. Bien sûr, mais par ailleurs, le Rassemblement national, lors de notre dernière motion de censure que nous avions déposée, alors que la Première ministre refusait de demander la confiance à l'Assemblée, n'a pas été voté par le Rassemblement Cette fois, ils national. disent qu'ils le feront. Donc on verra ce qu'ils feront sur cette question. Marine Le Pen a dit qu'elle Mais voterait. ce que je voulais dire par 151, c'est que nous sommes plus nombreux. Généralement, la motion qui est examinée en premier, c'est celle qui a le plus de députés.
qui sont signataires. Mais donc vous Première des souhaitez, choses. pour qu'elle soit adoptée, vous appelez aussi les élus du Rassemblement national, cette fois-ci, à voter avec vous. Je les appelle Si ce n'est pas, pas vous avec eux. ils feront selon leur conscience. Mais à quoi sert une motion de censure? C'est quand même ça qu'il faut remettre en place. Une motion de censure, elle sert lorsqu'il y a un acte, par exemple un 49-3, c'est-à-dire un passage en force absolument inacceptable d'Emmanuel Macron, qui n'accepte pas finalement le vote aux législatives des Français et des Françaises. Il permet de demander à ce qu'on censure et donc qu'on fasse chuter le gouvernement. Donc, est-ce que si le Rassemblement national vote notre motion, ça veut dire que nous sommes d'accord avec le Rassemblement national? Absolument pas. Mais comprenez que ça peut troubler de dire vous refusez de jouer au football pour un match caritatif avec le RN, mais ça ne vous pose pas de souci de voter ensemble au Parlement pour un sujet qui est éminemment plus important. Écoutez, il y a plusieurs choses. Sur le match de foot, c'est parce que notamment le RN avait fait de la récupération politique sur cette question-là et que nous n'étions pas d'accord avec cette récupération politique, où ils expliquaient eux-mêmes que ça banalisait finalement l'extrême droite Il en qu'il y fera avait. certainement son La deuxième chose, c'est que j'aimerais que vous posiez ces questions-là aux macronistes. Lorsqu'ils votent ensemble, les macronistes et le RN, il y en a tous les jours. eh bien, vous leur poserez la question, vous pourrez leur poser de ma part. Pourquoi ils votent-ils ensemble contre la hausse du SMIC? Pourquoi votent-ils ensemble contre le gel des loyers? Alors que beaucoup de gens vont devoir choisir entre payer leur loyer, payer leur facture d'énergie, payer la cantine à leurs enfants ou pouvoir aller une Donc fois en vacances. vous me répondez, on fait comme les macronistes. Vous Non, revendiquez de non, faire je pareil réponds qu'eux. que contrairement aux macronistes, nous ne banalisons pas l'extrême droite. Et nous la combattons pied à pied. Et je dois dire que ceux qui sont en train de faire monter l'extrême droite, la preuve, les 89 députés à l'Assemblée nationale, c'est justement les 5 ans qui viennent de s'écouler avec Macron. Et c'est les postes pour lesquels les macronistes votent pour eux, notamment les 2 postes de vice-président à l'Assemblée, et surtout la délégation au renseignement qui leur donne accès à des informations Mais sensibles. vu le contexte que vous décrivez et vu le marchepied fait de votre point de vue au Rassemblement national, est-ce qu'en cas de dissolution, vous ne craignez pas justement que Marine Le Pen finisse par être Première ministre? Est-ce que c'est un risque qui vous paraît totalement exclu? Non, non, rien n'est exclu. Mais c'est une bataille. Oui, nous sommes dans une course de vitesse avec le Rassemblement national. Et lorsque Macron va s'effondrer, la question sera de savoir si c'est la NUPES ou si c'est l'extrême droite. Regardez ce qui s'est passé en Italie. En Italie, pourquoi est-ce que l'extrême droite et la droite alliée arrivent à 44% et gagnent les élections législatives? Notamment parce qu'on a laissé rentrer le loup dans la bergerie. Rappelez-vous toujours que dans les gouvernements libéraux précédents, il y avait des ministres d'extrême droite. Lorsque l'on donne des postes à En l'extrême droite, Italie, on la fait en monter. Suède, même au Brésil, un pays qui vous tient à cœur, Lula, qui aurait pu l'emporter dès le premier tour, c'est ce que pensaient certains de ses soutiens et certains des sondages, se retrouve confronté à un deuxième tour avec un Bolsonaro très haut qui peut l'emporter. L'extrême droite est encore très puissante. Bien sûr qu'elle est puissante, mais c'est pour ça qu'il faut la combattre pied à pied. C'est pour ça qu'il faut la combattre pied à pied. Mais je dois vous dire quand même qu'au Brésil, Lula est quand même arrivé en tête. Effectivement, il n'a pas passé dès le premier tour. Je suis assez inquiète, je dois dire, de la campagne pendant un mois qui va se mener. Vous savez qu'il y a eu plusieurs militants qui ont été assassinés pendant cette campagne déjà assez longue. Là, de nouveau, un mois de campagne dans un contexte de tension extrêmement forte avec le néofasciste qui est Bolsonaro. C'est assez inquiétant. Mais il n'empêche que Lula est en tête et que ça serait un événement politique majeur pour nous. Pourquoi? Parce que ça serait la première fois qu'il y a dans autant de pays du continent américain des gauches de rupture qui sont gouvernements, comme ça se passe dans beaucoup des pays, parce que c'est l'intérêt de la France, parce que la plus longue frontière de la France est avec le Brésil en Guyane, et parce que surtout, ça serait un espoir écologique extrêmement fort, alors que Lula et Bolsonaro est le pire destructeur de l'Amazonie, qui est le poumon de Après, la planète. l'événement politique majeur peut aussi être que Bolsonaro soit reconduit. C'est une option qu'on ne peut pas écarter aujourd'hui au vu du rapport de force. Oui, mais Lula est en tête et j'espère fortement qu'il arrivera à gagner cette élection. Et je fais confiance au peuple brésilien. Revenons cette sur question. votre combat en France. Vous y faisiez allusion à l'instant. Vous organisez une marche le 16 octobre, une marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique. Le leader de la CGT, Philippe Martinez, a d'ores et déjà dit qu'il n'y participerait pas. Il ne veut pas, dit-il, se faire dicter un certain nombre de choses par les partis politiques. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je réponds que c'est toujours ouvert pour participer à la marche et j'espère bien que des organisations qui ne se sont pas encore prononcées ou qui attendaient avant d'appeler à la marche peuvent encore le faire puisque nous avons encore 15 jours devant nous. Cette marche, elle est appelée par 16 organisations, notamment beaucoup d'organisations politiques, mais aussi des organisations syndicales et notamment des organisations de jeunesse. Pour nous, elle est très importante. C'est une marche contre la vie chère, contre l'inaction écologique et contre la réforme des retraites. On voyait dans des sondages que 19% des gens étaient prêts à manifester. Ça paraît pas beaucoup. Il y a 77% des gens qui sont opposés à la réforme,
mais ça fait 10 millions de personnes. Ça nous suffirait bien. Vous pensez qu'il y aura 10 millions de personnes dans la rue le 16 octobre? Je vous explique juste qu'il y Très a bien, beaucoup c'est de bien de gens savoir qui quel est sont votre opposés objectif. à la manifestation des retraites et à la réforme des retraites, et que j'appelle les gens aussi à démontrer leur détermination lors de cette marche. Nous en avons besoin parce que nous avons besoin d'un raz-de-marée et d'un rapport de force dans la rue contre la politique d'Emmanuel Macron. Il a décidé de déclarer la guerre sociale au peuple. Rendez-vous compte de la souffrance que sont en train de vivre les gens. Que répond-il? La réforme de l'assurance chômage que nous commençons ce soir, la réforme des retraites et le déremboursement des arrêts de travail par téléconsultation, alors que 6,3 millions de Français n'ont pas accès à un médecin traitant. Donc, cette guerre sociale doit cesser. Et le seul moyen de le faire cesser, c'est que une grande majorité de gens, des dizaines de milliers de personnes sortent dans la rue pour dire « nous ne voulons plus de cette politique ». Si ce n'est pas 10 millions, l'objectif c'est combien le 16 octobre? On verra, mais si on arrive à avoir des dizaines de milliers de personnes, ça serait bien. Alors, on voit que vous êtes dans un état d'esprit offensif pour cette rentrée parlementaire. C'est aussi une rentrée parlementaire qui est compliquée pour la NUPES en raison de plusieurs dossiers sans lien. On a appris il y a quelques jours, enfin quelques heures, que Céline Quatennens, l'épouse d'Adrien Quatennens, avait déposé une nouvelle main courante, cette fois en raison de harcèlement par SMS. Est-ce que ça change quelque chose au soutien que vous apportez à Adrien Quatennens? Écoutez, il y a une décision qui a été prise par la France Insoumise de retirer le poste de coordinateur du mouvement de la France Insoumise à Adrien Quatennens. Et lui-même, d'ailleurs, a décidé de se retirer. Je pense que ce n'est pas une petite décision que de lui dire qu'il devait se mettre en retrait. Ensuite, la nouvelle main courante, bon, elle s'ajoute à la procédure qui est en cours. Et je crois que c'est important qu'elle puisse se procéder dans le temps dont a besoin la justice et dans le calme. Mais je veux redire quelque chose avec force. Je sais qu'il y a un feuilleton qui est fait sur la manière dont la NUPES gérerait, puisque je dis la NUPES, puisqu'il y a différentes forces qui sont aujourd'hui visées, gérerait les affaires de violences sexistes et sexuelles. Nous sommes, je crois, au contraire, le seul mouvement et les seuls partis, lorsqu'on prend la NUPES, qui prenons au sérieux cette question. Je suis en colère de voir Madame Borne nous faire des leçons alors qu'elle a Monsieur Darmanin qui a avoué avoir demandé des faveurs sexuelles à une femme en échange d'un logement. Il n'y a pas d'enquête en cours sur Gérald Darmanin, contrairement à Adrien Quatennens. Oui, mais il l'a avoué. Oui, non, mais enfin, attendez, je laisse ça. Pas tout à fait sûr qu'il l'ait formulé Monsieur comme vous le Abad, dites. qui est resté tout un temps au gouvernement et qui est accusé de plusieurs viols. Et qui n'est plus au gouvernement. Et mais toujours dans le groupe de Madame Berger, je le rappelle, qui siège toujours dans le groupe Renaissance. Mais ça vous indigne parce que, attendez, Et surtout un gouvernement qui maltraite les femmes et qui refuse de mettre depuis des années le milliard que demandent les associations sur la table pour lutter réellement contre les violences sur le fait sexistes et qu'il soit dans le groupe d'Aurore Berger. Est-ce que ça veut dire que dans ce cas-là, si on va au bout de votre logique, qu'Adrien Quatennens doit quitter votre groupe? Si Damien Abad n'a pas sa place dans le groupe de Renaissance. Chaque acte, je disais, chaque acte de violence est grave. Oui. Mais tout acte de violence n'a pas la même gravité et c'est avec cette conscience-là qu'on peut prendre des réponses appropriées. Alors, donc non, ce n'est pas la même chose. Ce que je dis, c'est que nous, contrairement à d'autres, nous ne mettons pas sous le tapis. Nous prenons les choses au sérieux. Et lorsque je vous dis une décision a été prise sur Adrien Quatennens, c'est que nous prenons les choses au sérieux. alors éclairez-nous juste, il est en retraite de ses fonctions de coordinateur de la France Insoumise, mais est-ce qu'il sera par exemple cet après-midi dans l'hémicycle pour le débat sur l'Ukraine ou sur l'assurance chômage? Non, il n'y sera pas. Pour quelle raison? Parce qu'il est en train de gérer le divorce, donc il n'y sera pas. Mais ça veut dire qu'il renonce à son indemnité de député le temps où il est absent? Il est en retrait le temps qu'il faudra. Mais tout en percevant son indemnité de député, Oui, puisqu'il est toujours député. mais sans faire le travail parlementaire. Vous êtes vraiment en train de faire une polémique sur ça? Non, pas du tout. Je vous pose des questions pour comprendre ce que veut dire mise en retrait. Donc, la démission, c'est clair. La mise en retrait, c'est moins clair. J'essaie de comprendre donc, qu'est-ce ce que ça vous veut voulez dire. qu'il fasse? Donc, en fait, on ne veut pas. Si il n'abandonne pas son mandat de parlementaire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un virement de nouveau vers l'Assemblée nationale? Enfin, c'est absurde comme question. C'est vous qui mettez en place la question de mise en retrait. On essaie de comprendre ce que ça veut dire. C'est absurde. Vous comprenez qu'il y a une situation humaine qui doit être gérée dans un temps humain et non dans un temps médiatique. Je sais que ça vous déplaît. Mais la justice, elle ne peut pas faire son travail en 2 minutes. Je rappelle qu'on parle de main courante et non de plaintes qui ont été déposées. Et donc, il y a à la fois un temps de divorce et de situation humaine. Il y a le temps de l'enquête qui est en train de faire la procureure de la République notamment et la juge qui en a été saisie. Donc, ce temps-là, on ne peut pas le compresser autant qu'on veut. C'est-à-dire la mise en retrait, elle durera tant que la justice continuera à travailler. Le temps qu'il faudra.
le temps qu'il faudra. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, dont vous parliez il y a un instant, s'est exprimé également pour s'interroger sur la pertinence de l'existence de cellules au sein de partis. Il dit: on est en train de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens. À l'instant, vous-même, vous revendiquez, vous abritez derrière le travail de la justice. Pourquoi ne pas laisser la justice travailler plutôt que d'avoir des cellules internes au parti? Alors déjà, parce que ça, c'est une volonté forte. D'ailleurs, je suis étonnée que Éric Dupond-Moretti dise ça alors que Renaissance vient de créer une cellule, preuve qu'il y en a besoin, que LR s'interroge sur le besoin de créer une cellule, parce que nous prenons nos responsabilités politiques. Il y a la justice d'un côté, qui par ailleurs dysfonctionne assez souvent, mais bon, passons. Et ensuite, il y a les responsabilités politiques. Nous, quelle est la responsabilité politique que nous prenons? Celle d'écouter et d'accompagner les femmes. C'est ce que nous faisons avec ces cellules qui écoutent, accompagnent, font ensuite des rapports qui sont transmis à un organe qui prend ensuite la décision. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Pourquoi? Parce que nous voulons que les femmes, dans notre mouvement politique, soient protégées et que lorsqu'il y a des éléments qui sont versés, on puisse ensuite prendre des mesures qui sont des mesures politiques. Nous ne sommes pas des juges. Mais par contre, lorsqu'il y a un cas de harcèlement, par exemple, eh bien, je crois que c'est normal qu'en tant que mouvement politique, nous prenions des décisions qui permettent de protéger les femmes de notre mouvement. Et donc, vous maintiendrez ces cellules malgré les critiques. Deux petites questions rapides pour terminer, Mathilde Panot. Une qui concerne les femmes, mais ailleurs que dans notre pays. En Iran, une manifestation de soutien à ces femmes iraniennes a été organisée ce week-end à Paris. Plusieurs élus de la NUPES ont été hués, Sandrine Rousseau, Manon Aubry. Comment est-ce que vous l'expliquez? Je n'ai pas vu ces images-là. On m'en a effectivement parlé, mais je ne les ai pas vues. J'ai par contre discuté avec Alexis Corbière, avec Raquel Garrido, qui étaient dans la manifestation et qui ont été extrêmement bien accueillis. Oui, c'était au moment des prises de parole, en effet, de Manon Aubry ou de Sandrine Rousseau. Ok, non, mais j'ai pas vu, donc je ne sais pas vous. Non, mais je ne sais pas vous expliquer. En tout cas, je pense que c'était important que plusieurs des élus de la NUPES soient là lors de la manifestation en soutien. Et moi, je suis de manière assez près et je trouve très intéressant que pour une fois, une révolution citoyenne se fasse sur justement un déclenchement féministe avec une place des femmes très forte. Donc, tout notre soutien à la fois aux femmes et au peuple iranien. Un tout dernier mot en oui-non, si vous le voulez bien. Le mondial de foot au Qatar fait l'objet d'appels au boycott. Certaines villes, d'ailleurs, disent qu'elles ne mettront pas d'écran géant. Est-ce que c'est un mouvement que vous souhaitez voir s'amplifier? Est-ce que vous êtes favorable à ce boycott? Hier, votre collègue François Ruffin disait non, quand même, ne pas regarder les matchs de l'équipe de France de foot, ça va être compliqué. Moi, je trouve ça intéressant, mais surtout, nous disons oui au boycott de toute la représentation diplomatique et du gouvernement français au Qatar. Merci beaucoup, Mathilde Panot, d'avoir été notre honte invitée sociale et écologique. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est la météo, Ange, tout autre.